Alors, je vais vous présenter aujourd'hui quelques travaux liés à la modélisation des connaissances de sens commun, particulièrement autour des concepts et comment les représenter avec les modèles de langage. Donc, je vais commencer par une petite introduction. Pourquoi on fait ce travail-là? C'est quoi le lien entre concept, proposition, explicabilité, interprétabilité? Donc, en ce moment, un des problèmes majeurs de l'IA, ça tourne autour de l'explicabilité et l'interprétabilité des systèmes. Par explicabilité, on parle souvent de la compréhension humaine d'un système, et par interprétabilité, on parle de la compréhension des experts ou des théoriciens du système IA. Ceci est très important, surtout dans les domaines de la sécurité, enfin l'IA safety, comment on contrôle les prédictions de l'IA et comment on contrôle l'IA tout court. Ça a un lien avec l'IA et l'éthique, comment on garantit les fairness et problèmes fairness et comment on garantit que les résultats d'un système, enfin les sorties d'un système ne sont pas biaisées. Traditionnellement en IA, on parle de deux choses, donc l'IA symbolique, où les symboles ils sont clairs, les objets ils sont clairs, il y a une structuration, il y a une théorie sémantique, il y a des interprétations, donc on peut garantir une certaine forme de transparence. À l'inverse, il y a les systèmes neuronaux qui sont où les objets ne sont pas clairement définis et où il n'y a pas une interprétation claire. Alors, par l'interprétabilité, nous, on s'intéresse à l'interprétabilité, qu'elle peut avoir deux définitions, ou deux parties. L'interprétabilité de comportement, donc c'est le comportement externe du système IA, et ça, ce qu'on appelle, dans la littérature, tous les travaux qui tournent autour des black box, d'accord? Je vous donne un système IA, vous essayez de trouver l'interprétabilité de ce système-là, comment il fonctionne donc, en termes de behavior. Et on parle aussi de l'interprétabilité mécanique. En fait, c'est là où on va s'intéresser au processus interne du système d'IA. On va essayer de comprendre à l'intérieur comment ça fonctionne, d'accord? Pas juste un black box, mais on va essayer de creuser en interne. Cette forme d'interprétabilité, elle est de deux sortes, soit algorithmique, donc on va essayer de comprendre les algorithmes et comment ces algorithmes-là ils sont entraînés, comment ils sont en train de produire des choses, et on s'intéresse aussi à la représentation, comment les choses ils sont représentées à l'intérieur d'un système IA, d'accord? Et l'interprétabilité en termes de représentation, elle s'articule autour de deux choses. La première, c'est la compréhension de concepts, c'est-à-dire si on prend un language model, donc c'est un modèle neuronal, comment un concept comme chat, chien, banane, ils sont représentés réellement dans ce système en intérieur. C'est quoi la géométrie, c'est quoi la représentation, la théorie de représentation qui nous permet de tracer ces concepts-là ou le modèle, comment il est en train de les représenter. On s'intéresse aussi à la compréhension des croyances. D'accord? Donc, chaque système IA, il produit quelque chose. Donc, quand vous promptez, par exemple, un large language model, vous promptez selon vos croyances, parce que vous êtes un agent, vous avez votre croyance, vous avez votre état mental. Le système aussi, d'accord? Il a ses croyances. Donc, en gros, il va structurer ses beliefs autour de quelque chose. Il sait que, par exemple, Apple is red ou peu importe. Donc, il a une forme de croyance. Donc, l'idée, c'est comment interpréter, voilà, pour interpréter les deux parties, donc on a besoin de creuser et de former ou de comprendre comment les propositions sont représentées à l'intérieur du système. Donc, dans cette présentation, je vais m'attarder plutôt sur l'aspect conceptuel, donc comment on représente les concepts et quoi l'intérêt de représenter le concept et raisonner avec le concept. Pour une représentation plus globale, surtout sur ce qu'on a, les embedded IA ou les systèmes cognitifs en interaction avec les systèmes IA. Vous pouvez regarder cet article-là qu'on vient de publier. Pour tout ce qui est proposition ou interprétation des systèmes, vous pouvez regarder nos travaux récents et que je vais pas explorer ici. Je vous donne quelque chose, par exemple, une façon d'interpréter les systèmes et de greffer ces concepts-là. On peut utiliser des systèmes de démêlage, d'accord? Où, par exemple, quand on a une input, on essaie de coder cet input-là et après, on va essayer de utiliser une forme de représentation
très sparses, par exemple comme les sparse autoencodeurs, pour séparer les différentes features et essayer de mapper vers des concepts humainement interprétables. Et à travers ces concepts humainement interprétables, on va essayer de trouver en faire notre classification et aussi donner quelque chose, une raison qu'on peut, qu'on peut utiliser un LLM pour donner cette raison-là. Pareil, c'est un travail que je vais pas explorer, mais juste c'est pour introduire pourquoi je m'intéresse au concept. Alors, quand il s'agit de modélisation de concepts, il y a beaucoup de travaux. Donc, une des meilleures représentations des concepts qu'on trouve en IA, c'est l'IA symbolique. Donc, généralement, vous prenez n'importe quel système à base de règles, surtout à la prologue. Ce qu'on essaie de modéliser, c'est des interactions entre concepts. Donc, un concept en relation avec un autre concept qui permet d'inférer un autre concept. Par exemple, voilà, les épinards sont des légumes, on va dire. Donc, d'un côté, on a un système purement symbolique. On y a aussi tout ce qui est système neuronal. Donc, quand on entraîne un réseau de neurones sur un corpus pour avoir une représentation de ces concepts-là, ce qu'on va essayer d'avoir, c'est juste simplement des vecteurs. Ce qui est bien, c'est que ces vecteurs-là, ils nous permettent d'avoir une flexibilité dans le raisonnement. Par exemple, si on veut faire de raisonnement à base de similarité, on peut le faire naturellement avec des vecteurs, parce qu'on peut mesurer une similarité, or qu'on ne peut pas faire avec un système symbolique, parce qu'on n'a pas une notion de degré ou de degré de similarité. Entre les deux, il y a un autre paradigme de représentation en IA, donc c'est le paradigme des espaces conceptuels, où là, on va dire qu'on va coder nos connaissances dans un espace métrique. Cet espace métrique, il est interprétable. Donc, un espace conceptuel, c'est le produit cartésien de ce qu'on appelle des dimensions de qualité, où chaque dimension a un sens particulier. D'accord. Par exemple, là, on est dans un système où il y a deux axes, par exemple vitamine C ou Smittens. À l'intérieur, les objets sont représentés par des vecteurs, comme un système neuronal, mais ce qu'on va essayer de faire, c'est d'apprendre des régions convexes dans cet espace-là afin de structurer ces éléments. Ces régions, on peut avoir l'interaction entre les régions, on peut avoir une algèbre derrière, par exemple l'algèbre des régions, d'accord, pour les modéliser. Et dans l'interaction de ces régions-là, on peut trouver l'information symbolique. Par exemple, ici, on peut dire que voilà, carotte, c'est un vegetable, Spanish is a leaf vegetable, et ainsi de suite. Okay. Ce qui nous permet aussi les représentations conceptuelles, c'est aussi d'avoir plus d'expressivité qu'un système logique. Par exemple, on peut dire que banana, c'est entre sweet, yellow et fruit. Okay. Quelque chose, le concept de betweenness, on ne peut pas l'exprimer en logique, en tout cas en logique classique. Okay. Alors, ça, si on s'intéresse autour de la représentation de connaissances, c'est vraiment les trois paradigmes de l'IA qu'on peut utiliser. Or, donc là, ce que je viens de dire, si je veux représenter, par exemple, la catégorie citrus, je dois apprendre tout d'abord la région où il y a des limes, citron vert, et la région où il y a orange, et dire que c'est à l'intersection. Or, les systèmes actuels, par exemple les transformers, c'est pas cette vision-là qu'ils utilisent, d'accord? Ils se basent tout simplement sur un vecteur, okay, et ils vont faire un sigma de x fois le vecteur de représentation. Si c'est supérieur à 0,5, ils vont dire que j'appartiens à cette concept-là. Okay. Donc, on a fait quelques travaux. Vous pouvez aller regarder des références sur les espaces conceptuels si ça vous intéresse. Mais aujourd'hui, je vais aborder cette vision-là. Je vais aborder la vision où chaque vecteur, chaque concept est représenté par un seul vecteur. Okay. Et je vais essayer de coder tout demain. Alors, de point de vue juste cognitif, si on part, j'ai pas mes pointeurs. Pas le pointeur, mais je voulais poser une question. Enfin, les transparents, comment ils défilent. Ah oui. Ouais. Alors, si je vous dis par exemple orange comme un concept contient du vitamine C et pamplemousse contient du vitamine C. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que citron vert contient aussi de la vitamine C? Naturellement, oui, parce que conceptuellement parlant, c'est entre les deux, ça appartient à de la même famille,
ça partage les mêmes propriétés, bah forcément, c'est ça. Donc, ce qu'un humain, normalement, quand on lui pose une question et il ne sait pas, il va essayer de choper quelque chose qui est similaire ou qui partage les mêmes propriétés que la chose qu'on est en train de lui montrer. D'accord? Donc ici, on va se baser cognitivement sur le fait que citron a les propriétés naturelles que orange et pamplemousse ont en commun, donc forcément, il a cette propriété-là. Et sur ça, on va essayer de jouer. Donc, ce qu'on souhaite avoir conceptuellement, c'est un système de codeur, encodeur-décodeur, où si je veux représenter un vecteur qui code les connaissances autour du concept citron vert, par exemple, qui est bon pour la santé, qui a la vitamine C, qui est un peu acide. Okay, si je code suffisamment chaque information sur mes concepts, d'accord, les features, bah, en faisant le décodage, bah, je peux trouver d'autres propriétés. Okay, c'est ce qu'ils font la plupart des systèmes. Et ainsi, intuitivement, je peux passer à juste des concepts à des propositions. Vous vous rappelez, au début, j'ai parlé de propositions, comment je fais former des propositions. Par exemple, là, good for health est bon pour la santé et contient du vitamine C. Et acide, bah, c'est un fruit citrus. OK? Alors, je vais vous parler maintenant sur comment apprendre des plongements de concepts. Quand je connais cette définition de concept, je vais essayer d'apprendre un plongement où je code toutes les connaissances de sens commun autour d'un concept. Okay, alors, vous me dites, maintenant, il y a les language models. Pourquoi on ne fait pas ça avec les language models? Je vais vous présenter pourquoi après. Okay, alors, parce que la bonne raison, enfin, une des raisons, c'est que quand on s'intéresse à la modélisation d'un concept, un concept au sens de raisonnement, que je vais utiliser pour faire du raisonnement, ce qui m'intéresse, c'est la définition générale d'un concept indépendamment de son contexte. Donc, si j'utilise des représentations contextuelles, je fais un petit peu me perdre. Et je vais vous montrer des exemples concrets. Et aussi, j'ai besoin d'une représentation qui est vraiment de bonne qualité, qui me permet de grouper ces connaissances-là ou de grouper ces concepts-là selon des propriétés qu'ils ont en commun. Et aussi selon des communalités. Et ça, c'est une première étape, par exemple, pour former des taxonomies. Surtout, c'est quelque chose de très intéressant, surtout dans le domaine industriel, et je vais revenir après, parce que quand une entreprise débarque, elle a sa propre terminologie. Vous donnez ça à n'importe quel LLM, il ne va pas construire cette terminologie parce qu'il ne connaît pas. C'est quelque chose qu'il n'a pas appris dans les corpus d'entraînement. D'accord? Donc, on a besoin d'un mécanisme de comprendre, de représenter l'entité, d'accord? Surtout si c'est une entité privée qui est utilisée en interne dans une entreprise, d'accord? Et avoir suffisamment des vecteurs qui sont assez riches pour construire une taxonomie autour de ça, ou de la connaissance autour de ça. Alors, d'une façon générale, les concepts, les embeddings de concepts sont très utilisés dans ce qu'on appelle pour les tâches où on a besoin beaucoup de connaissances et de raisonnement, comme par exemple l'apprentissage en few shot, l'apprentissage en zero shot, où on a besoin de compléter le manque ou de combler le manque d'échantillons d'apprentissage par de la connaissance. On utilise aussi pour la complétion des ontologies, le raisonnement de bon sens, les concepts bottleneck model, comme je l'ai présenté tout à l'heure, des retrievals, d'accord, tous les systèmes de recherche, par exemple, quand on utilise des systèmes à base de RAG, on a besoin d'une composante de recherche ou de ranking efficace qui nous permet de trouver l'information. Donc, ces concepts-là sont très utilisés. Je vais vous donner un exemple. Pareil, là, si vous vous intéressez à la classification d'images, donc, et vous avez une image, vous essayez de détecter les objets. Par exemple, les modèles actuels sont très, très performants. Par exemple, cette image-là, bah, il reconnaît qu'il y a une bicyclette. Là, il reconnaît qu'il y a un frisbee, un canard, d'accord, un bird. Mais par contre, quand il s'agit d'une image comme ça, où il y a des zèbres et des vaches, là, il ne connaît pas du tout et il ne sait pas faire la différence. Par contre, là, quand on injecte de l'information, on injecte un vecteur qui sait exactement c'est quoi une vache, c'est exactement c'est quoi la représentation de zèbre, là, on peut corriger notre classifieur, combler le manque de connaissances et faire de la classification.
Par exemple, vous pouvez trouver plus de détails dans cet article. Et en fait, je vais passer rapidement. Donc ça, c'est juste quelques exemples qu'on peut, en fait, sur un jeu de mini ImageNet. Généralement, il y a beaucoup d'embedding qu'on peut utiliser, d'accord, enfin, dans la littérature. Et je vais vous montrer après, en fait, dans chaque embedding, il y a une façon de représenter l'information, d'accord. Par exemple, si on cherche les trois plus proches concept catamaran, ben, si vous remarquez ici, c'est des choses, par exemple, Jellyfish, c'est enfin, dans les top 3 des concepts proches, alors que ce n'est pas le cas, d'accord. Certes, ça parle de même topic, enfin, c'est lié à la mer et tout, mais c'est pas un engin, c'est pas un véhicule qu'on peut utiliser. Donc, la façon dont l'information elle est représentée et codée dans ces espaces, elle a beaucoup d'intérêt, beaucoup d'impact dans la façon de raisonner. C'est pour ça qu'on a besoin de vecteurs. Je vais passer rapidement à notre concept, c'est la complétion automatique des bases de connaissances. Si je pars avec une base de connaissances ou un knowledge graph où j'ai des nœuds, et je veux compléter, d'accord. On peut utiliser plusieurs approches, par exemple des approches à base des LLM, en les utilisant comme un système NLI, hein, d'accord. Est-ce que cette règle-là implique cette règle-là ou cette partie de la règle implique l'autre partie? Ou je peux utiliser des modèles à base de graphes des GNN ou à base de Edge Transformer. Ce qui est intéressant avec cette représentation à base de graph neural network, je peux ajouter, par exemple, pour chaque concept, si j'apprends suffisamment un vecteur très bien qui représente, par exemple, c'est quoi France, c'est quoi physiciste, un physicien, c'est quoi un French physicien. Donc, je peux faire la complétion d'ontologie d'une façon très efficace. Je vais essayer de passer rapidement parce que sinon... Un autre exemple, où on voit l'intérêt de ces vecteurs-là, par exemple, quand on est dans un problème de classification extrême, d'accord. Par exemple, l'ultra fine entity typing, où on a, par exemple, une phrase et on a une entité, on va essayer de trouver le label de cette entité-là, et on a un espace très, très, très grand de labels et on a peu d'exemples. D'accord. On revient à cette few shot learning. Donc, ces vecteurs-là, on peut les utiliser. Donc, un concept embedding, on peut l'utiliser pour résoudre cette tâche-là et je vais vous montrer après des exemples. Voilà. Donc là, je vais plutôt suffisamment motivé pourquoi je m'intéresse à la représentation, à l'apprentissage de ces concepts et pourquoi le contexte d'utilisation. Alors, quand il s'agit de représentation, quand on prend n'importe quelle représentation, y compris les modèles de langue qui existent actuellement, ou les word embedding classiques, la plupart de ces représentations-là, ils sont taxonomiques. Par exemple, si je m'intéresse au mot, au concept banane, par exemple. Si je prends les plus proches voisins, vous prenez beurre, vous prenez lama, vous prenez n'importe, prenez les plus proches voisins, vous allez trouver cette représentation. Les plus proches, par exemple, c'est raspberry, strawberry, blueberry, apple, orange, pear. Okay. Certes, c'est les plus proches parce que tout simplement, c'est des fruits, comme banane. Or, ici, je peux avoir banana et je cherche ces mots-là. Je veux que ces mots-là soient les plus proches. Par exemple, beurre, corn, cheese, sun. D'accord. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous remarquez ici, mon centre d'intérêt, c'est le jaune. Je m'intéresse à la couleur jaune. Ce n'est pas la taxonomie qui m'intéresse. D'accord. Et c'est pour ça, on va essayer de trouver des représentations qui vont, en plus de représenter la taxonomie, l'information taxonomique, que la plupart des modèles capturent naturellement, on va essayer de trouver une représentation qui va nous permettre de représenter des communalités. D'accord. Et c'est ça ce qu'on va utiliser après pour le raisonnement.
Alors, donc, en gros, ce que je vais faire, donc si j'ai un concept, humainement parlant, et si vous vous rappelez le premier exercice qu'on a fait sur orange has vitamine C, pamplemousse has vitamine C, ainsi de suite, j'ai besoin d'apprendre un concept, un modèle, d'accord, qui va nous permettre d'avoir un vecteur qui représente mon concept en question. Ce vecteur-là, je vais avoir trois propriétés. La première, c'est qu'il code les informations générales sur mon concept. En gros, il a la couleur jaune, c'est bon pour la santé, riche en potassium et fruits. Donc, c'est les features que naturellement je dois coder dans ce vecteur. Je dois aussi chercher l'information normale, donc la similarité normale, similarité taxonomique, en disant que il est similaire que voilà un citron, ananas, strawberry, tous les autres fruits. Okay. Et j'ai besoin aussi de représenter la communalité, c'est-à-dire que si je prends le concept balle de tennis, bah, il y a une communalité avec le concept banane, parce que les deux sont jaunes. D'accord. Et j'ai besoin de cette communalité dans mon raisonnement. D'accord. Et je vais vous montrer maintenant quelques techniques, d'accord, pour apprendre ceci. Donc, normalement, on peut identifier trois grandes approches. Chaque approche, elle a ses avantages, ses inconvénients. Donc, la première approche, on va se baser tout simplement sur le concept, le nom du concept. Banana, et je me limite à ce nom de concept pour apprendre une représentation. Donc, je vais apprendre en disant codeur, tout simplement à partir du nom du concept. Je peux aussi utiliser des corpus, d'accord, et chercher toutes les mentions du mot que je suis en train de chercher dans ces corpus-là et apprendre à partir des mentions. Okay. C'est une approche que je vais vous montrer après, très utile. Par exemple, si vous avez une terminologie qui n'est pas connue, par exemple une terminologie d'une entreprise où il n'y a que des descriptions en interne, mais sur le web, il n'y a rien. D'accord. Et par exemple, on peut utiliser les définitions. D'accord. Si vous avez un terme, d'accord, ce terme-là, il a des définitions, on peut utiliser ces définitions-là pour apprendre nos concepts. Okay. Alors, intuitivement, quand on s'est intéressé à la représentation en word embedding, la première chose on va commencer à faire, c'est des bags of words. Ben, nous, comme on s'intéresse à des concepts, on va s'intéresser à des bags of property. D'accord. Comme mon concept, il code naturellement des propriétés, et même dans une représentation géométrique ou en logique classique, un concept, il est défini par un ensemble d'attributs. Si vous programmez en orienté objet, une classe, c'est un ensemble d'attributs. Les objets de la même classe, ils partagent les mêmes attributs. Donc, c'est à peu près cette chose qu'on va essayer de capturer. Et naturellement, si vous prenez un modèle comme Bird, par exemple, et vous masquez, par exemple, vous avez tous les mots où il y a, l'occurrence banana, elle apparaît. Vous masquez le mot, vous prédire. D'accord. Vous faites des prédictions. Si vous regardez ici les prédictions, qu'est-ce que vous constatez? Donc, ce que vous constatez, donc le mot en question, c'est banana, que j'ai masqué. Les top 10 predictions, ça parle de fruits, ça parle de quelque chose de sucré, comme miel. Ça parle de dessert, ça parle de chocolat, ça parle de vegetables. D'accord? Tous les autres concepts qui partagent à peu près les mêmes propriétés que le mot banane. Et c'est là où on a trouvé l'idée d'utiliser des mentions, des corpus de mentions, d'accord, pour modéliser le concept. Okay. Si je vais trop vite, vous m'arrêtez. Hein. Ouais, c'est très bien. Si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Alors, donc la première idée, c'est de dire, OK, j'ai un corpus, là, que j'ai un mot, d'accord, un concept, je vais aller chercher tous les mentions, donc tous les phrases où ce mot apparaît. Je vais masquer, je vais faire une prédiction, d'accord, utilisant un modèle un language model. Je récupère les vecteurs là, d'accord, je vais appeler M pour dire match vector. Je vais faire une opération de pooling, d'accord, et je vais obtenir un vecteur, d'accord. Et ce vecteur-là, ça sera mon vecteur qui représente le concept. Nickel, c'est simple, efficace. Or, le problème, c'est que comme pour chaque concept, il y a plusieurs mentions,
Donc, c'est-à-dire que j'ai plusieurs phrases où ce mot apparaît, que je vais choper dans un corpus. Bah, intuitivement, si je fais le clustering de ces phrases-là, d'accord, ces mention vectors, bah, ce que je vais essayer de voir, c'est des groupements, d'accord, des groupements très spécifiques. Par exemple, si en bleu, je représente tous les vecteurs de mention du mot banana, bah, je vais trouver des clusters qui partagent, par exemple, banana avec Apple, Orange et Ice Cream. Donc là, je dis quelque chose, il a chopé quelque chose de général, d'accord? Et je peux trouver des cas où le clustering, d'accord, il est très spécifique, très général. Et là, je vais dire qu'il a chopé une propriété générale très spécifique sur ce concept-là que j'ai pas à utiliser parce que c'est trop spécifique, ça représente pas des connaissances générales. Je vous donne un exemple. Et là, c'est un espace latent dans lequel tu fais le clustering? Oui, comme tout à l'heure, j'ai dit, je pars je masque, je prends un vecteur, le masque, d'accord, je chope ce masque et j'ai un espace et je vais essayer de faire le clustering. Alors, voilà, intuitivement, là, je peux trouver, selon ces mentions, je peux trouver un cluster où, bon, ça représente des fruits, ça représente des ingrédients de dessert. Et là, je ne sais pas ce qu'il représente, mais ça représente quelque chose de très spécifique. D'accord? Et je dois écarter cette information. Pourquoi? Parce que, regardez, si je m'intéresse au mot banana, okay, dans Wikipédia, je prends un Wikipédia comme corpus, je peux trouver cette phrase, par exemple, banana equivalent dose, que c'est une mesure informelle. Et ça existe. Alors, elle n'a rien à voir, cette phrase-là, elle n'a rien à voir avec la représentation du mot banane, le concept banana comme concept, comme fruit. Okay? Par exemple, si je m'intéresse au concept orange, je vais essayer de trouver toutes les mentions de orange. Je peux tomber sur des phrases. Par exemple, ça, c'est une phrase de Wikipédia qui dit Orange Mountain Bike Limited is bicycle manufacturing. Okay? Ça n'a rien à voir avec le mot orange. Donc, forcément, intuitivement. Ça n'a rien à voir avec le concept d'orange en tant que fruit. En tant que fruit. Mais c'est un autre concept d'orange. C'est un nom d'une entreprise, c'est pas un concept. Oui, oui. Et c'est ça, en fait, là, l'entité, c'est banana equivalent dose. C'est pas le mot banana. En fait, c'est un autre concept, mais qui est en lien avec ce concept-là. Enfin, je veux dire, ce concept-là est une sous-partie de l'autre concept. Elle n'a rien à voir, ce banana equivalent dose. Ouais, c'est une mesure de dose, mais qui est basée sur la banane. Ouais, donc, qui utilise le concept banane comme une sous-partie de son concept. C'est BED qui est la mesure, mais ça n'a rien à voir. Elle ne partage pas des propriétés générales avec d'autres concepts. Elle n'a rien en commun avec d'autres concepts. Bah, son seul point commun, c'est qu'elle utilise le concept de banane comme une partie de son propre concept, en fait. Je vais revenir un peu en arrière, comme ça, c'est plus clair. En fait, ce que je cherche dans cet exercice un peu cognitif, c'est de partager, c'est de trouver les propriétés naturelles communes qu'un ensemble de concepts partage. La mesure banane équivalent dose, elle partage rien avec les autres fruits. Rien du tout. Avec banane, oui, mais avec les autres fruits comme, je sais pas moi, orange, apple, n'importe quel autre fruit, elle partage rien du tout. Oui, enfin, je vois, en partie de banane, c'est les concepts inclus dans banane. Là, ce serait dans l'autre sens. C'est un concept incluant banane, quoi. J'ai pas compris. Bah, je veux dire, les propriétés, en fait, ce sont des concepts qui sont inclus dans la banane. Par exemple, le fait que ce soit un fruit, qu'elle soit sucrée, qu'elle soit jaune, que ce soit en forme de croix, ce sont des concepts. Non, ça, c'est des propriétés. Fruits, sucrés, voilà, c'est des propriétés. Mais ça peut être vu comme des concepts aussi. On peut avoir des concepts. Des concepts qui s'abriquent dans des concepts, ainsi de suite, quoi. Ouais. Ça, pour moi, c'est pas un concept, c'est une mesure qui n'a rien à voir avec mes concepts. Oui, non, ce serait dans l'autre sens, en fait. Ce serait dans l'autre sens. Ouais, que ce soit des concepts inclus dedans, c'est un concept dans lequel il est inclus, quoi. Certainement. Donc, à un moment, si ce vecteur-là, il partage aussi d'autres propriétés générales avec d'autres concepts qui sont pas de la même famille, on peut considérer cette phrase. Mais ce sera un autre cluster. En tout cas, pour mon cluster actuel où je veux juste des concepts généraux de fruits,
Bah, ce qui m'intéresse, c'est juste les propriétés générales. C'est-à-dire qu'un mention vector, ce qu'il partage, c'est quelque chose de général en commun avec d'autres concepts. Et je vais écarter les choses spécifiques, d'accord, qui représentent juste un truc très spécifique sur un concept, d'accord, comme Orange Mountain Bike. Peut-être, je crois avoir compris, mais pour rejoindre le commentaire, j'aimerais comprendre en fait l'idée d'enlever ça, parce qu'on pourrait dans un clustering trouver les clusters pertinents au sens du concept qu'on donne à la banane. Mais on pourrait imaginer que, par exemple, le cluster qui apparaît, qui regroupe Banana Equivalent machin, Orange Mountain Bike. Oui, si par exemple j'ai un autre cluster où ça m'intéresse à des mesures, où j'ai des concepts qui représentent des mesures, cette phrase-là, elle doit être. Oui. Je vais donner un autre exemple. Il y a des liens, etc. Donc, je vais vous donner un autre exemple. J'ai compris. Je vais vous donner un autre exemple comment on attaque ça. C'est ça. Parce que j'imagine l'objectif, c'est aussi l'objectif qui guide. J'ai d'autres exemples. Alors. Ça, ce qu'on appelle, en fait, c'est une approche par mention, d'accord? Ce qui est très important, c'est que, voilà, ça nous permet d'avoir, donc il y a plusieurs façons d'évaluer ça, donc sur des benchmarks de common sense reasoning ou de taxonomie ou d'ORNet ou DevNet. Ce qui m'intéresse ici, donc, en gros, les vecteurs qu'on peut choper d'un language model, on peut choper les tokens CLS, on peut choper les tokens masques, on peut choper un peu au milieu, dans les layers, un peu à la fin. On peut avoir plusieurs façons de les combiner. En tout cas, la meilleure façon de les combiner, c'est de faire un average des tokens masques en ajoutant un petit peu de filtering, d'accord, la stratégie de filtrage. S'il y a quelque chose qui est très spécifique, je veux l'écarter. Or, le gros problème de cette méthode-là, c'est que si vous démarrez avec des corpus qui sont très, très grands, par exemple WordNet, qui contient plus que 18 000 mots, et vous vous limitez à 500 mentions, d'accord, 500 phrases par concept, vous allez trouver plus que 9 millions de vecteurs à calculer, à trimballer, à faire du clustering. C'est très, très gourmand en termes de ressources. Du coup, ce qu'on peut faire, et notre approche qu'on a explorée, c'est d'aller faire de la sélection au lieu de calculer des mentions, enfin chercher juste des phrases arbitraires, enfin d'une façon random dans un corpus. On va essayer de trouver des phrases ou des mentions très spécifiques, par exemple en utilisant des topic modeling ou en se limitant juste sur les introductions, les pages d'introduction de Wikipédia ou par exemple dans une énumération. Par exemple, je m'intéresse à Banana, c'est dans une énumération, dans un contexte plus réel. Donc, je peux avoir plusieurs stratégies pour filtrer ces phrases. Alors, je vais revenir peut-être, c'est là où tout à l'heure, ce qu'on voulait dire. En fait, une façon aussi, au lieu de faire des filtrages, d'accord, je vais essayer de approcher les choses qui sont de la même nature vers les mêmes espaces, vers la même zone. Par exemple, si je prends trois concepts, par exemple track, shark, submarine. Okay. Si vous regardez les deux premières phrases qui mentionnent les deux, le concept submarine. Donc la première, elle dit submarine can hide under the water. Et la deuxième, elle dit some submarine run on diesel engine. Si vous regardez maintenant la troisième phrase, elle dit some shark lives at the bottom of the deep underwater canyon. Et la quatrième phrase, elle dit trucks are used to transport people or things. They use fuel known as diesel. Si on regarde ces quatre phrases, on voit naturellement que selon les contextes, selon la propriété qu'on est en train d'étudier, submarine et shark, ils parlent de la même chose. Deux concepts qui sont différents. Un, c'est sous-marin et l'autre, c'est un requin. Mais dans ce contexte-là, si ça, je m'intéresse à juste le fait de la propriété qui m'intéresse, c'est ils vivent dans l'eau, ou ils ont un lien avec de l'eau, ou la mer, bah, ces deux-là doivent être représentés avec des vecteurs similaires. Si je m'intéresse, par exemple, le fait qu'on utilise du diesel, d'accord, bah, sous-marin est juste un truck, bah, ces deux vecteurs-là, ils doivent être
représentés dans dans les mêmes régions parce qu'on parle de la même chose. D'accord. Ce qui m'intéresse, c'est pas le concept même, mais c'est tout simplement la propriété que ces deux concepts ils partagent. Oui, je vois bien. On peut passer de requin à eau, de eau à sous-marin, de sous-marin à diesel, de diesel à camion, en suivant un chemin dans l'espace latent, quoi. C'est ça. Donc, je vais essayer de représenter, de pousser. Donc, l'idée, c'est de dire, OK, ce que je vais faire, c'est que même ça parle des choses différentes, mais ce qui m'intéresse, c'est les propriétés que ces concepts-là, ils ont en commun. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer d'arranger mon espace latent de telle sorte que deux vecteurs de mention qui sont similaires, on les considère comme similaires si seulement si ils parlent d'une propriété commune. Excusez-moi, j'avais une question sur comment est-ce qu'on fait pour voir que c'est similaire. En fait, on voit qu'ils ont des phrases un peu... Okay. Les phrases ne sont pas similaires. Je vais le faire après. Ça marche. Peut-être en lien avec ça... Parce que souvent, quand on réduit un peu, on projette dans un espace comme ça, on pourrait perdre l'interprétabilité ou cette notion de concept sur les axes résultants. En fait. Là, par exemple, quand tu regardes cette projection, les regroupements, comment tu pourrais leur donner un sens de similarité? C'est en regardant à l'intérieur, mais pas sur les dimensions. Non, mais là, je fais pas. En fait, c'est juste l'idée, c'est juste pour vous donner l'intuition de ce qu'on va faire. Voilà, techniquement, ce qu'on va faire, il y a plusieurs approches. Voilà, l'idée, c'est de dire, OK, je commence par mes mentions. Donc, je suis encore dans cette configuration de mentions, c'est-à-dire je pars de phrases où j'ai des propriétés, d'accord? Et en fait, je vais essayer de détecter les propriétés en commun. Et si je détecte une propriété en commun, les deux vecteurs, je veux qu'ils soient représentés de la même manière. Okay. Alors, ce que je vais faire, c'est pareil, c'est la même chose. Donc, j'ai mes phrases. Je vais faire un masque sur le concept, d'accord? Parce que c'est ça, ce vecteur masque, c'est ce vecteur qui code ce que je sais sur le concept. On a les propriétés les mêmes. Donc, je vais passer les deux mentions, d'accord? Et je vais utiliser un loss contrastive qui me permet de dire que les vecteurs, ils doivent être similaires s'ils partagent les mêmes propriétés et dissimilaires s'ils ne partagent pas les mêmes propriétés. Donc, cette proximité, ce contraste-là, je vais le pousser par les propriétés similaires. Alors, pour superviser tout ce bazar... Et comment est-ce qu'on mesure la similarité, justement? Pour superviser tout ce bazar, alors, ce que je peux faire, c'est de me baser sur un corpus de supervision. Donc, tout simplement, je vais essayer, par exemple, d'aller sur ConceptNet, d'accord? Et je vais chercher tous les concepts et les propriétés de ces concepts-là, d'accord? C'est quelque chose qui est disponible sur ConceptNet. Par exemple, building is solid, Buddhists are vegetarian, cake is good for dessert, c'est toutes les propriétés, d'accord? Et je vais former après des phrases concept pair, d'accord? Pour chaque propriété, je vais former un nombre de phrases concept, d'accord? Et je connais la propriété déjà. Et après, je vais superviser, je vais faire fine-tuner mon modèle de telle sorte que si j'ai une phrase et un concept, une deuxième phrase et un concept, je vais les traiter comme concept, comme exemple positif pour entraîner mon loss. Si les phrases mentionnent la même propriété et les target concepts, donc C1 et C2, partagent cette même propriété dans P, dans le corpus ConceptNet. D'accord? Et c'est là que je vais forcer mon modèle à apprendre cette propriété. La question, est-ce qu'il y a un nombre juste en fait, si tu reviens au slide précédent, en fait, pour présenter une propriété, est-ce que le nombre de paires générées pour représenter une propriété? Le nombre. Parce que là, en fait, tu vas générer un grand ensemble de paires. Ouais. Et du coup, en fait, par tête, c'est quoi le nombre? Est-ce qu'il faut réduire l'ensemble des paires générées? Non, plus qu'on a de paires de supervision, plus il n'y aura pas de contradiction. Hein? Il n'y aura pas de... Non, c'est vraiment, c'est quelque chose qui est déjà
déjà, concept, alors je vais parler après d'une supervision qu'on fait avec, par exemple, OpenAI, ChatGPT, où là, on va construire un corpus, on va essayer de filtrer, et c'est pas facile. Mais là, ConceptNet, c'est déjà préfiltré, on peut faire confiance à l'information qui est dedans, et plus qu'on a de pertes de supervision, mieux c'est. Donc, voilà, je vais juste donc une analyse de ces concepts-là avec un ensemble de modèles référents. Quand je vais sauter ce slide, comme j'ai dit tout à l'heure, en plus d'une évaluation standard sur comment détecter une propriété, faire du clustering, on peut faire de la complétion d'ontologie, ou on peut faire aussi de l'ultra-fine entity typing avec ça. Je vais passer quelques slides parce que on n'a pas le temps. Alors, je vais passer donc. J'ai présenté rapidement comment modéliser, comment jouer avec les mentions, comment on peut représenter des concepts. Là, je vais m'intéresser à la modélisation des communalités. Vous vous rappelez, mon intérêt, c'est d'avoir des vecteurs similaires, d'accord, de coder l'information sur le concept, d'avoir les similarités avec quelque chose de taxonomique et aussi représenter des communalités. Alors, pourquoi représenter les communalités? Parce que c'est quelque chose qui est très qu'on utilise beaucoup, par exemple, dans l'analyse d'images ou la vision par ordinateur ou la complétion en fait dans les ontologies. Par exemple, si vous représentez juste une ontologie une ontologie sur les foods. Généralement, quand vous présentez votre taxonomie, vous présentez les choses qui ont quelque chose, une catégorie plus grande, d'accord. Vous avez par exemple, on va dire saumon, c'est un poisson, d'accord. Walnuts, c'est par exemple fruits secs, c'est des fruits secs, par exemple les amandes ou machin, c'est une catégorie de fruits secs. Et on n'a en aucun cas, par exemple, fruits secs et poissons, ils vont être dans un low level de l'ontologie, ils sont connectés. Ils vont se connecter, par exemple, vers un level très abstrait, par exemple, eatable things, mais ils ne seront jamais représentés en bas. Or, par exemple, si je m'intéresse au concept, par exemple, oméga 3, par exemple, les aliments qui sont riches en oméga 3, tout simplement, par exemple, le saumon et walnuts, ils seront déjà représentés de cette catégorie-là. Et cette information, on ne trouve jamais dans les taxonomies ou dans les ontologies. Okay. Pareil, quand je m'intéresse à des problèmes de vision par ordinateur, ce qui nous intéresse, c'est par exemple trouver les formes des choses. Par exemple, dire que cheeseboard, television ou book, d'accord, ils ont quelque chose de similaire. Et tous sont rectangulaires, enfin, ils ont une forme rectangulaire, d'accord. Et malgré ces concepts-là sont de nature différente, d'accord. On a besoin de cette communalité. Et modéliser cette communalité, c'est modéliser la similarité d'une autre manière. Si vous vous rappelez mes premiers slides, je vous ai montré que selon la vision, selon la chose qu'on est en train de regarder, la similarité ou la façon de représenter l'embedding change. Alors, une façon de le faire, c'est d'utiliser de construire des périoncodeurs qui sont par exemple très utilisés dans les approches de retrieval. L'idée, c'est d'entraîner un encodeur qui va juste, là, on va plus utiliser les mentions, on va utiliser juste le nom du concept, c'est tout. On va prendre un language model, on va dire que banana, par exemple, banana means mask, on va prédire un vecteur, d'accord? Et on vient à ce vecteur-là complémenter par une autre phrase, par exemple, yellow means mask. Okay. Donc, juste un encodeur sur les concepts et un encodeur sur les propriétés. Deux encodeurs séparés. Et on va entraîner ces deux encodeurs de telle sorte que le produit entre le vecteur prédit du concept et le vecteur prédit du propriété, il a une grande probabilité seulement si le concept a la propriété P. Okay. Et là, on va forcer notre modèle à apprendre le concept avec les concepts similaires et tout, et en plus les propriétés qui sont en commun avec un vecteur propriété.
Pour superviser ça, pareil, on peut utiliser des concept net, comme j'ai dit tout à l'heure. On peut aussi trouver, enfin, on a aussi construit des corpus à partir, par exemple, de ChatGPT. On peut, par exemple, voilà, introduire des concepts, d'accord, et dire la propriété de ces concepts-là, et essayer de construire un autre corpus, un corpus qui, voilà, de demander à ChatGPT de nous fournir d'autres concepts qui partagent les mêmes propriétés. Alors, il faut être attentif. Ce qui est important, c'est de forcer le modèle à lister plusieurs concepts différents qui partagent une même propriété. Tout simplement pour empêcher, par exemple, un modèle comme ChatGPT de générer des propriétés très spécifiques. Okay. Il est aussi important d'inclure des exemples qui varient en diversité afin de trouver un corpus plus vraiment divers. Alors, ces données d'apprentissage, vous pouvez les trouver sur les guides des papiers. Et après, ce qu'on peut faire, donc une fois on a entraîné nos modèles, donc pour trouver les propriétés en commun, bah, tout simplement, ce qu'on peut faire, donc on a les différents concepts qui sont appris avec l'encodeur de concepts, les différentes propriétés encodées avec les propriétés, l'encodeur propriété. Et si on est dans une tâche où on a besoin, par exemple, d'apprendre de trouver enfin tous les concepts qui partagent une même propriété, d'accord. On a entraîné ce modèle. Pour chaque concept, d'accord, on va utiliser un maximum inner product search pour chercher les 50 propriétés où le dot product entre le concept, le vecteur de concept et la représentation de propriété est maximal. Et après, on apprend un autre encodeur qui permet où on entraîne avec ce prompt can say be described as P et mask. Et selon cet encodeur-là, on peut trouver, le meilleur entraînement, on l'a trouvé avec des BERTA, on peut faire un ranking, d'accord, des concepts et différentes propriétés de ces concepts. Et donc, du coup, ça veut dire qu'en gros, on fait les concepts, ils sont enregistrés dans l'espace latent de manière discrète. Ils sont dans les encodeurs. Les encodeurs, c'est des language models. Là, on a juste après l'entraînement, il faut juste en entrée donner le nom de concept et notre encodeur, il va nous fournir un vecteur. D'accord, ok, oui, d'accord. C'est ça l'intérêt. Pas de l'espace latent. Et là, par exemple, ça nous permet aussi de filtrer, par exemple, dans des tâches de recherche d'informations ou de classification, où on a besoin de connaître les propriétés de concepts, ben, nos modèles, ils nous permettent de fournir, d'avoir un résultat très affiné. Par exemple, si on intéresse à la propriété used for staying connected, on peut avoir le téléphone, on peut avoir Google, username, Facebook, email. Mais par contre, notre modèle, il va écarter le call center, web server, link farm, name server, d'accord, qui sont très proches sémantiquement, mais ils partagent pas cette propriété. Hop là, je vais essayer de voilà. Et une autre façon de faire, c'est d'utiliser des embeddings multifacettes, d'accord. C'est en gros l'idée, c'est au lieu d'avoir une représentation figée, d'avoir une représentation dynamique, d'accord. Selon la propriété que je considère, d'accord, ou la propriété que je suis en train de regarder, d'accord, mon vecteur il change de représentation. Pour entraîner ceci, on utilise un modeur à 3 encodeurs, d'accord, un encodeur qui représente le concept, un encodeur qui représente les propriétés et un encodeur qui représente une facette, donc une façon de voir la similarité. Si je m'intéresse aux couleurs yellow, je vais voir une représentation latente comme ce que j'ai représenté au début de mes slides, d'accord, une voisinage tout simplement sur couleur jaune. Si je m'intéresse aux fruits, je vais avoir un voisinage selon les fruits, d'accord, selon la facette, selon ma façon de voir la similarité, je change de représentation. Donc l'idée, c'est d'apprendre un modèle. En gros, je prends
une représentation quelconque par défaut d'un concept, ce que je vais faire, je vais rééquilibrer cette représentation selon la facette où la propriété de ce concept apparaît. Et après, je vais entraîner mon système où le produit cartésien entre cette reweighting que j'ai utilisé là et la propriété, je vais le maximiser quand le concept a cette propriété. Okay. Et je vais faire en sorte que j'ai cette quantité maximale quand les propriétés appartiennent à la même facette. Okay. Pour superviser tout ça, on a construit un corpus où on a généré tout d'abord pour entraîner ces deux-là les propriétés concept exemple. Donc en gros, on a la propriété et les différentes concepts qui ont cette propriété-là. Et après, on a appris un corpus où il y a la facette, par exemple les couleurs et les différentes couleurs de cette facette. D'accord ? Et ainsi, on peut dynamiquement changer la façon de représenter ce concept. Par exemple, c'est plus clair, si je m'intéresse au concept frisbee, et mon intérêt, par exemple, c'est tout ce qui est une forme, on va dire, ronde, d'accord, circulaire. Donc, on va voir les plus proches voisins, c'est pie, balloon, cake, donut, d'accord, ces concepts-là. Si je m'intéresse, par exemple, frisbee comme sport, bah là, je vais trouver comme surfboard, sportball, tennis racket, ainsi de suite. D'accord. Et selon ma façon de voir ou de mon centre, mon application, mon vecteur, je peux le changer selon cette vision-là. Okay. Donc, je peux apporter des concepts dynamiquement. Mais ouais, ça n'a pas l'air d'être franchement complètement défini chaque facette. C'est de l'apprentissage, donc il y a forcément un peu d'erreur. Quelque part qui s'introduit, c'est pas clair, net, mais parce qu'en fait, la majorité. Parce que là, en fait, on a facette 1, mais en fait, la facette n'est pas taguée par. Non, la facette, elle n'est pas taguée. C'est en fait, nous, certes, en apprentissage, on a des données qui sont très, très claires, parce que c'est des données que nous, on a construites, d'accord? Après l'apprentissage, il y a de l'imperfection. Il y a les capacités du modèle de langage de base qu'on a utilisé. Il y a les erreurs. Parce que là, je vois facette 1 et facette 4, c'est exactement la même chose, en fait. La facette 1, facette 4, en fait, là, on parle plutôt des choses qui sont... Non, mais je veux dire, c'est la même... C'est normal parce qu'on se limite qu'à 10. C'est normal que, des fois... Parce qu'il n'y en a pas assez, il ne peut pas en créer, quoi. On ne peut pas en créer à l'infini. Donc, normalement, ce qu'on essaie de voir, c'est une façon de visualiser qu'est-ce que ces facettes reflètent. Mais pourquoi, en fait, est-ce qu'elles ont exactement elles citent exactement les mêmes mots, en fait, la facette 1 et la facette 4? Parce que c'est le corpus là, c'est des facettes. En fait, ces concepts-là, c'est des concepts qui viennent d'un dataset, et ce dataset qu'on a formé à partir de Macrae Feature Norm, elle est composée de ceci. En fait, Macrae Feature Norm, vous avez le concept et les propriétés qu'un concept partage. D'accord ? Et à partir de ceci, on a créé un corpus où il y a des clusters en fait de 10 mots exacts. D'accord ? Un corpus d'outlier detection. On sait que 3 concepts qui partagent des propriétés common sense, d'accord ? On essaie de les choisir, voilà. Et 7 éléments négatifs qu'on va identifier à la main, qu'on va à la main avec des humains, on va vérifier qu'ils ne partagent pas des propriétés. Donc, dans aucun cas, des propriétés en fait. Donc, c'est vraiment des vrais négatifs qui ne partagent pas la même chose. Et la tâche ici, c'est une tâche d'outlier detection. On supervise pas. On dit que dans ce cluster-là, dans ces 10 mots, il y a 3 positifs et à essayer de les trouver. D'accord ? Les 3 concepts qui partagent les mêmes propriétés. Et c'est la tâche du modèle d'aller choper ces 3-là. D'accord ? Et on va faire des comparaisons avec plusieurs modèles. D'accord ? Et là, c'est l'approche par facette et les différentes thématiques, par exemple, dangerous, eatable things, fire, hot, live in water, et ainsi de suite.
D'accord? Et là, on voit la performance du système. Donc, en test, généralement, on prend feature norm et on essaie de lui demander de faire un clustering des mots qu'il connaît dans ce corpus-là. Le corpus, il contient pas énormément de concepts, c'est forcément toujours les mêmes concepts qui vont apparaître. D'accord? C'est pour ça, et nous, à la main, on essaie parce qu'on veut quelque chose qu'on contrôle, qu'on peut lire à la main, qu'on peut faire les tests à la main et pour mesurer un petit peu la qualité de notre modèle. C'est-à-dire que le facette 1, facette 3, pour nous, l'humain, quand on regarde, on dit c'est un doublon, quoi. Peut-être. C'est la même chose. Je pense que ça a une explication, c'est-à-dire que là, s'il y a effectivement que 3 concepts, il ne va pas en inventer. Il trouve 4, mais c'est-à-dire que ça s'est réduit à 3. Donc, juste pour conclure sur ces représentations-là, alors pour modéliser un concept, si on veut modéliser un concept, on peut explorer 3 grandes approches. Donc la première, c'est tout simplement utiliser les mentions. Donc vous avez un concept, vous allez trouver les mentions de ce concept dans un corpus et vous allez entraîner, d'accord, votre représentation et l'utiliser. Donc l'avantage, il peut modéliser des concepts rares. Par exemple, c'est le cas si vous êtes dans une entreprise où vous avez des concepts protégés, vous avez votre propre terminologie. C'est la meilleure façon de construire cet embedding. Par contre, des avantages, c'est difficile de les entraîner, surtout d'avoir des bonnes qualités. Et la qualité, elle dépend clairement de la qualité des mentions que vous sélectionnez. Les mentions, quand ils sont bien sélectionnés, bien clairs, votre qualité d'embedding, elle est supérieure. Et sinon, ce n'est pas le cas. Quand on peut utiliser tout simplement le nom du concept, d'accord, qu'un language model il peut connaître. C'est efficace et très facile à entraîner parce qu'on prend n'importe quel language model et on peut entraîner un encodeur à partir de ça. Le problème, elle n'est pas efficace pour des concepts qui sont rares, d'accord, parce que tout simplement un language model pour les concepts qu'il ne voit pas souvent, il n'a pas sa représentation, elle n'est pas bien. Et elle ne peut pas faire la différence entre les différents sens de mots, d'accord. Pour les tâches des ambiguations, ils ne sont pas très efficaces. Okay. Après, une autre approche que je n'ai pas explorée ici, c'est l'approche qui se base sur les définitions. L'avantage, elle permet de faire la différence entre les sens de mots. D'accord, elle est très utilisée pour ce genre de truc. Là, le désavantage, c'est que l'embedding, il capture essentiellement que la définition qu'on a donnée, d'accord, et pas autre chose. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire une combinaison de ces différents encodeurs pour différentes applications. Par exemple, ici, vous avez un pointeur, vous pouvez voir toute la panoplie des tâches qu'on peut résoudre avec ces encodeurs, comment on peut les combiner. Et pour conclure, alors, désolé, quelle heure? 25, mais on aura chiffré de 30, ça c'est bon. J'essaie de faire vite. Donc, pour conclure, pour plusieurs applications, on a besoin de coder des connaissances a priori sur des concepts et comment les concepts et les labels ont des relations entre elles. Ceci est le cas pour les applications de few shot, zero shot, la complétion, l'alignement des ontologies, de faire de common sense reasoning. On peut avoir des représentations de niveau très très élevé avec différentes approches, comme j'ai dit tout à l'heure, avec des mentions, avec des concepts ou avec des définitions. Et on peut utiliser aussi les LLM pour générer vraiment des bons corpus pour faire la supervision. Donc ici, je me suis limité au concept. On a aussi également des travaux sur les relations et aussi des travaux sur comment construire des encodeurs qui permettent là de gérer la partie logique où on a si vous vous rappelez le premier slide, j'ai parlé de propositional belief
Donc là, quand on a des formules propositionnelles, comment construire un LLM, un transformer, enfin des inbandings sur des transformers, justement pour raisonner avec des formules propositionnelles. Voilà. Désolé encore pour le retard. Merci beaucoup, Ziad. C'est pour cette excellente présentation, très très riche et très intéressante. Est-ce qu'il y a des questions ici dans la salle ou à distance? N'hésitez pas à lever la main. Je peux peut-être commencer par en poser une. Oui, pour le deuxième item, pour compléter une base de connaissances. De ce que j'ai compris, là tu es plus dans une approche, tu cherches à garantir ça par apprentissage. Et la question que je me posais, est-ce que par exemple, imagine que tu as une proposition de complétion de ta base de connaissances qui existe déjà, qui serait pas pertinente dans un sens, par exemple, utilisateur. Est-ce qu'il y a une façon de remettre en cause cette décision? Alors, je vais m'attarder dessus. Donc, normalement, en fait, quand il s'agit de la complétion des connaissances, il y a deux levels. Soit on est dans un niveau factuel. Généralement, on parle des knowledge graph completion. Je prends mon knowledge graph, je forme un embedding, et après, j'utilise ce qu'on appelle neural theorem proving pour faire la prédiction. En gros, la confidence que la prédiction, je peux l'avoir, c'est le dot product entre la similarité entre l'entité et la relation que tu vas choper. Nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est les logiques de premier ordre. Donc, par exemple, là, je sais, c'est des formules comme ceci. Par exemple, quelqu'un qui habite si c'est une personne et cette personne habite, elle est scientifique et cette personne-là habite au Royaume-Uni, c'est une personne, c'est UK scientist. Okay? Pareil, par exemple, si c'est un biologiste et qui habite dans un endroit, et cet endroit c'est France, par exemple, alors ce biologiste-là, c'est un scientifique français. Okay? Donc, c'est ça ce qui nous intéresse. On peut tacler ce problème-là de différentes manières. D'accord? Soit on dit, on va utiliser un LLM. D'accord? On a la partie prémisse, la partie hypothèse. D'accord? Le tête de règle, corps de règle. Et on va entraîner un LLM à faire la prédiction. Okay? Donc, tout simplement, on peut juste faire un CLS, prendre la première partie, prendre la deuxième partie, et entraîner soit un grand modèle de langage, soit un petit pour faire cette tâche. Okay? Ça, on peut. Une autre façon de le faire, c'est en utilisant la logique de premier ordre. Ce que je peux faire, c'est de monter en logique de second ordre. Et en montant en logique de second ordre, je peux représenter ma base de connaissances comme un graphe. En gros, pour monter en second ordre, je peux avoir que ce que je vais appeler template, des formules où il y a juste un placeholder, d'accord, x qui est en variable, où je peux avoir deux variables x, y, où l'instanciation de ces variables-là, c'est un concept de premier ordre. Et quand ce concept de premier ordre vient instancier cette template-là, ça nous forme une règle de logique de premier ordre. Par exemple, si physiciste, il vient ici, ça forme physiciste et live in the UK, donc c'est UK scientist, et la réponse c'est oui. Du moment où j'utilise ces templates-là, je peux avoir le graphe, donc les nœuds, c'est les concepts, d'accord, une logique de premier ordre. Les relations entre deux concepts, ils sont générés par une formule de logique une template binaire où il y a deux placeholders. Et cela se réduit ainsi pour découvrir des nouvelles règles. Ça se réduit à, par exemple, entraîner un graph neural network, okay, et à faire la tâche de complétion de nœuds, d'accord, ou prédiction de liens entre deux nœuds. Donc, si je prédis un lien entre deux nœuds, ça nous permet d'avoir une règle de premier ordre. Si je prédis juste le level de chaque nœud, ça nous permet aussi de découvrir des règles. Comme après, pour chaque prédiction, j'ai un degré de confidence, je peux avoir une phase de filtrage
un cadre où je dis, bah, ces règles-là sont plausibles, ces règles-là ne sont pas plausibles, et je les écarte. Alors, pour que ça fonctionne, enfin, vous pouvez trouver enfin, d'ici un benchmark et aussi une comparaison entre les différentes approches. Mieux, par exemple, ici, la qualité de départ de la représentation d'un concept, elle impacte beaucoup la façon dont on apprend ces modèles-là. Alors, l'avantage en fait, malgré qu'il y a les LLM sont aussi très utilisés pour ce genre on peut les utiliser pour ce genre de tâches, mais si dans la base de connaissances, j'ai beaucoup de dépendances logiques, ces approches-là sont meilleures qu'un LLM dans la prédiction de ces dépendances. En gros, vous pouvez voir l'étude comparative. En gros, sur les choses qui sont très, par exemple, où voilà, on a des règles où il y a beaucoup d'applications, beaucoup de dépendances. Bah, c'est une façon, parce que là, avec un graphe, on modélise beaucoup ces dépendances. Merci Ziad. Je vois que Clément lève la main pour une question. Vas-y Clément. Oui, vous m'entendez? Oui. Ok, merci pour la présentation, c'était super intéressant. Donc si j'ai bien compris, en fait là, vous cherchez à avoir des représentations qui soient symboliques et préférentiellement univoques des concepts. C'est-à-dire que si on a une règle logique, alors on est capable d'associer une signification et une représentation de manière univoque. Si on a du texte, on est capable de le faire de manière un petit peu moins univoque, mais quand même relativement précise au moyen des espaces latents que vous avez montré tout à l'heure. D'ailleurs, il y avait la question sur est-ce que c'est un espace latent discret pour bien séparer les concepts. Et la question que je me pose, c'est si on passe sur de l'image, par exemple, qu'est-ce que ça donnerait pour faire de la description, enfin, est-ce qu'il faudrait passer par de la description sémantique d'images pour pouvoir extraire des concepts à partir d'images, ou est-ce qu'on pourrait faire autrement? Est-ce qu'on pourrait prendre des espaces latents multimodaux? Enfin voilà, je me pose la question de qu'est-ce qui se passe une fois qu'on sort du texte et des règles logiques qui sont des représentations symboliques univoques, en fait. Ce qui n'est pas forcément le cas d'une image. Ok. Alors, la complétion automatique des ontologies, les règles logiques, c'est juste une application où on peut utiliser les vecteurs que j'ai montrés tout à l'heure, comment les apprendre. D'accord? En gros, ce que je rappelle ceci, après je reviens sur l'image. En fait, mon objectif, c'est d'apprendre juste des concepts embedding, c'est juste des plongements de concepts, indépendamment de contexte, d'accord? Indépendamment des contextes, je vais juste capturer quelque chose de naturel sur ces concepts-là. En gros, je vais juste essayer de coder les common sense knowledge que j'ai sur les concepts. Okay? Et ça, je peux l'utiliser après pour des downstream applications où j'ai besoin d'utiliser ces connaissances. Par exemple, dans l'imagerie, okay? Few shot, zero shot, et je vais retourner sur un exemple d'imagerie, ou les complétions automatiques des connaissances. Parce que la question de Faisal, c'était comment on fait la complétion automatique des connaissances. Ça, j'ai montré un exemple. Alors, pour les images, alors, ce qu'on peut faire, c'est, en gros, j'ai mon système de perception, donc voilà, j'ai mon système des labels, et moi, ce que je vais essayer de faire un raisonnement au niveau des labels. Okay? Par exemple, je sais que l'idée, c'est de dire, OK, comment je peux, en fait, mes vecteurs là, comment je peux exploiter mes vecteurs, par exemple, ici, comme là, pour dire que j'ai, par exemple, la catégorie catamaran, et je sais que mon système a identifié cette catégorie-là. Et aussi, il a fait identifier, comment augmenter cette catégorie-là en utilisant des catégories plus proches. Et je sais que c'est plus proche, par exemple, c'est Aircraft School Bus. Okay? Et en fait, sur juste l'espace de label, je vais essayer d'utiliser mes vecteurs pour faire un raisonnement tout simplement sur les labels, pour dire c'est quoi les labels qui sont les plus proches, est-ce que je peux les utiliser pour augmenter l'apprentissage,
est-ce que il y a une communalité entre les labels, par exemple, si l'image appartient, je sais pas, une catégorie, elle peut pas appartenir à une autre catégorie, et je peux faire ce raisonnement. J'ai un exemple plus concret que j'ai sauté tout à l'heure, peut-être je vais y revenir dessus. Peut-être là. Voilà, c'est la même chose en fait. Je peux le faire en image, par exemple. Je vais dire en supervision, d'accord. Par exemple, j'ai une image. Cette image-là, j'ai un ensemble de labels où elle appartient. Ce que je vais faire, c'est comme j'ai pas beaucoup d'échantillons, je vais ajouter en fait ce que je vais faire. Je vais prendre mon espace de labels, je vais faire des clustering. Okay, je vais dire par exemple si l'image elle a ce label par exemple play, et play appartient à cluster 1, je vais ajouter tous les échantillons de cluster 1. Okay, juste une façon d'augmenter les données d'apprentissage. Okay. Et après, je viens juste derrière, ce que je peux faire, c'est de prendre l'espace je ne sais pas là l'exemple, prendre cet espace voilà, après l'apprentissage, faire ce qu'on appelle du post-processing et dire que si, par exemple, deux entités dans le cluster, par exemple, si l'image, elle correspond, par exemple, à ambulance, par exemple, dans ce cluster-là, il y a aussi voiture de police, d'accord? L'image, elle ne peut pas être ambulance et voiture de police parce que ces deux concepts-là, ils sont des conceptual neighbors, ok? Et comme ça, je vais juste en utilisant des communalités pour les détecter, pour enlever une de ces parties-là. Alors, moi, pour plus de détails, vous pouvez regarder cet article-là, comment juste en utilisant des simples clustering et des conceptual neighbors sur l'espace de label, vous pouvez raisonner sur la classification comment augmenter les échantillons pour apprendre vos prototypes en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ouais, je comprends. Merci pour votre réponse. En fait, donc, si je comprends bien, on ne peut pas s'en sortir sans label, donc sans description sémantique d'une manière ou d'une autre en fin de compte. Non. Ok. Donc, on a besoin de ces labels-là. Et en fait, ce qu'on nous, on va essayer de faire, c'est juste ces labels-là. On va juste les mapper à des vecteurs qu'on a appris. Et à partir de ces vecteurs-là, on effectue une forme de raisonnement. Et si vous avez cet article-là, vous pouvez le consulter. Là, on parle aussi de tout ce qui est l'aspect multimodal et soit en imagerie. Ok, merci beaucoup. D'autres questions? Merci, merci Clément. D'autres questions? Peut-être une dernière éventuellement? Bon, merci encore Ziad, c'était très intéressant et n'hésitez pas pour ceux qui sont sur place à poursuivre la discussion. Et pour les personnes à distance, merci encore de votre patience et de la prochaine session. Bonne journée à tous.